Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Nous découvrons aujourd'hui une fabuleuse collection de photographies enfin rassemblées dans un livre intitulé Ethnanipan, c'est ainsi que nous vivions, et publié par Serge Jauvin aux éditions du Septentrion en 2024. Un document absolument exceptionnel en effet. Dans les années 80, Serge Jauvin a vécu pendant plusieurs mois chez des Inuits d'Uunnamanchipuu, la Romaine, sur la côte nord, dans la famille d'Hélène et William Mathieu Marc, qui l'avaient d'ailleurs adopté. Chaque jour, il a pris des notes très précises et a photographié ses hôtes dans leur quotidien. Loin de relayer une vision romantique de la vie nomade en nature, les textes et les photos de Serge Jauvin racontent un quotidien familial ponctué par les saisons et le travail, la pêche, la chasse, le tannage, la fabrication des vêtements. Ethnanipan raconte ainsi, en mots et en images, un moment absolument crucial dans l'histoire des peuples autochtones, l'abandon du nomadisme au profit de la sédentarisation. En accueillant Serge Jauvin pour qu'il documente leur vie jour après jour, Hélène et William Mathieu Marc voulaient aussi témoigner, pour les générations futures, d'un mode de vie millénaire qui ne serait plus le leur. Serge Jauvin, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions du Septentrion Ethnanipan, c'est ainsi que nous vivions. C'est un livre qui corrige un peu une erreur historique d'édition parce que vous aviez déjà publié une partie de ces photos-là en 1993, mais finalement, vous trouviez que le projet ne rendait pas justice à votre travail. Il n'y a pas eu de chance, ce livre-là, hein? Ethnano. Ethnano. C'est ainsi que nous vivons. Non, il n'y a pas eu de chance. Pas du tout. Ça répondait pas du tout à l'engagement que j'avais avec la famille parce que c'est pas seulement mon travail que je présentais. Mm-hmm. Hein, cette famille-là m'avait confié le mandat de transmettre leur savoir, leur connaissance afin de la préserver, afin de sauvegarder leur culture. Et là, ça correspondait pas du tout parce que j'avais proposé à l'éditeur une sélection de 365 photos, à savoir 30 ou 31 images par mois qui résument l'essentiel du vécu de la famille. Et l'éditeur a décidé de choisir 125 photos lui-même, sans me consulter, puis de faire un livre avec ça. Et en plus, il a complètement évacué votre journal de bord. Mon journal de bord, je lui en ai parlé. Il m'a demandé une copie de mon journal de bord. Puis il a trouvé que c'était sans intérêt. C'était pas vraiment intéressant. 12 mois de notes, c'était pas vraiment intéressant. C'était trop pour lui, là. Vraiment trop. Il y avait trop d'images, puis il y avait trop de textes dans mon journal. Alors, il a complètement rejeté le journal. À cette époque-là, ça faisait quand même 12 ans là, que je travaillais sur ce projet-là. J'ai déposé le projet, mais avec l'intention de le reprendre un peu plus tard. Par la suite, j'ai relu mon journal et je me suis aperçu que le journal était vraiment essentiel parce que ça permettrait au lecteur de s'identifier au photographe. Et j'avais inclus aussi dans mon manuscrit des entretiens que j'avais eus avec Hélène et William, où là, je leur donnais la parole. Eux pouvaient se raconter. Et c'est à partir de ces entretiens-là que j'ai inséré finalement dans mon manuscrit à chaque mois, soit le père ou la mère qui prenait la parole et qui nous racontait finalement leur histoire. C'est ce que j'ai présenté à Septentrion. Puis heureusement, tout a été accepté. Donc là, le Septentrion a décidé de refaire un livre avec 900 photos. C'est ça. 900 photos et un livre de 450 pages. Ce livre-là, il raconte un séjour que vous avez fait à Uunnamanchipuu. C'est ça. Chez des amis à vous, des Inuits. Est-ce que vous pouvez nous parler d'eux? En 1979, je préparais un projet pour illustrer les activités de chasse et de pêche et de cueillette
chez les Inuits. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de la famille. J'ai réalisé tout de suite que c'était des personnes vraiment qui possédaient un savoir, une connaissance extraordinaire, puis qui désiraient transmettre ce savoir. Ces deux personnes, c'est Hélène et William Mathieu Marc. Oui. Mais est-ce qu'ils parlaient le français? Pas du tout. Ah non? Pas Ils parlaient du tout. que l'inou. Quelques Innu mots, Aimon. peut-être 10 mots en Et français. vous parliez l'inou alors? Pas du tout non plus. Je parlais un petit peu, j'avais un petit vocabulaire, mais on était entouré d'enfants qui parlaient français. Ah, c'est ça, la jeune génération avait été scolarisée en français. Tous les enfants parlaient français, alors c'était très facile de se comprendre. Mais je dirais même qu'Hélène et William possédaient un langage non verbal. Et ils étaient capables de me communiquer toujours leurs intentions. Ça n'a jamais été un problème pour nous. Donc vous les rencontrez à la fin des années 70. Oui. Et puis vous y retournez en 82. Oui. Et entre-temps, ils vous ont adopté. Ce qui est arrivé, c'est que quand je travaillais sur le projet des chasseurs Inuits, je devais me rendre à la Romaine pour l'été. J'ai pris le bateau à partir du Havre-Saint-Pierre. Puis à Natashquan, on a fait une escale. Et là, il y a quelqu'un au quai qui m'a dit qu'il fallait que j'appelle à la Romaine. La Romaine, c'est Unamenchipu. C'est Unamenchipu. C'est ça. J'ai réussi à rejoindre le curé qui m'a dit qu'il fallait que j'appelle à Québec. Puis j'ai rappelé à Québec, c'est là que j'ai appris le décès de ma mère. Alors, moi, j'avais fait le voyage de Havre-Saint-Pierre jusqu'à Natashquan en compagnie d'Adéline, qui est l'aînée des filles. Et puis, là, je lui ai demandé de s'occuper de mes bagages parce que j'avais des bagages dans le conteneur du bateau que je pouvais pas récupérer. De s'occuper de mes bagages, d'amener mes bagages à la maison. Puis moi, de mon côté, je prendrais l'avion le lendemain pour Québec, pour assister aux funérailles de ma mère. Alors, c'est ce que j'ai fait. Puis quand je suis revenu à la Romaine la semaine suivante, je suis arrivé par le bateau, mais le bateau, il arrive à toutes sortes d'heures. Il est arrivé à 2 heures du matin. Alors, quand je suis rentré à la maison, je me suis installé, puis je me suis couché. Mais Hélène n'était pas là. Elle était partie soigner. Parce qu'Hélène soignait constamment les gens dans la communauté. Et quand Hélène est rentrée, elle a ouvert la porte pour voir si j'étais rentré. Puis elle a dit à sa fille, « Je suis contente, mon fils est arrivé. » C'est comme si elle avait décidé que vous étiez son fils. Que j'étais son fils. Alors c'est comme ça que l'adoption s'est faite. J'ai toujours resté en contact avec eux. Puis eux m'ont jamais lâché non plus. Donc à la fin des années 70, vous allez à la Romaine, au Unamenchipu. Vous rencontrez la famille Marc. En 82, vous y retournez avec un projet d'envergure. Vous dites là, je vais documenter votre vie pendant 12 mois. Durant l'hiver, suivant l'été du décès de ma mère, j'ai accompagné des chasseurs qui montaient jusqu'au Labrador, pratiquement jusqu'au Labrador, pour chasser le caribou. Puis quand je suis revenu, j'habitais dans la maison de la famille Marc. Et William m'a proposé, demain, je vais aller vérifier des pièges à castors à une 20aine de kilomètres d'ici en motoneige. Est-ce que tu veux m'accompagner? Alors, je suis allé avec lui. Et puis là, je l'ai accompagné pour ses activités. J'en revenais pas là, de constater tout son savoir-faire. Et quand on est revenu de cette expédition-là, je me disais, pour être capable de vraiment montrer toute la richesse de cette culture-là, il faudrait vivre avec eux, avec une même famille, pendant toute une année. Parce qu'ils sont encore nomades à l'époque. Lui, cette famille-là était encore nomade. Tout le nomadisme en lui. Ouais. Lui, il est né en forêt. Et puis, il a toujours vécu jusqu'à l'âge de 17 ans. Il était en forêt 365 jours par année. Il n'avait jamais dormi dans une cabane avec un toit rigide avant l'âge de 21 ans. Alors, le nomadisme, il l'avait en lui. Hélène, elle, était semi-sédentarisée dans le sens où elle habitait à une 20aine de kilomètres du village, à la rivière Coucouchou. Mais elle aussi portait ce nomadisme-là.
Ce que vous voulez documenter, c'est leur savoir, c'est leur connaissance, leur savoir-faire. Oui, puis au tout à passage, fait. leur savoir-être. Oui, La chasse, la pêche, la fabrication de canaux, le vêtement, le perlage, la cuisine. tout. Tout. Parce que vous prenez des notes. C'est un travail de photographie, mais aussi d'ethnographie. Tout à fait. Ce dont vous témoignez, c'est la sédentarisation, finalement. C'est la fin d'un monde. Est-ce qu'on C'est pourrait la dire fin ça comme oui, ça? tout à fait. Ouais. C'est ça. C'est la fin du nomadisme. Est-ce que c'est un livre nostalgique? Non, je croirais pas parce que ce sont des êtres extraordinaires. C'est des gens qui m'ont montré toute leur humanité. Et je vois pas comment ça pourrait être triste. Parce que ce monde-là a disparu? Il se transforme. Moi, je suis en admiration aussi pour les jeunes Inuits qui continuent à s'adapter parce que c'est des gens qui s'adaptaient. Les anciens Inuits, les anciens nomades, quand ils ont découvert le métal, les haches, les casseroles, et ils ont tout de suite adopté. Bien sûr. Et les jeunes générations le font aussi. Ils s'adaptent à l'époque où ils vivent. Et c'est une des grandes qualités, je pense, des Inuits, c'est d'être capable de s'adapter. Et le nomadisme, je le retrouve même encore chez les enfants. Ah oui? C'est des gens qui voyagent. Ils adorent voyager. Quessin, on retrouve des commentaires de Quessin dans le livre. Quessin, qui est une des filles de la famille, elle me dit toujours, moi, j'ai aucune distance qui me dérange. Moi, je me repose quand je fais de la route. J'étais impressionné sur tous les déplacements à l'époque où j'étais avec eux, quand on était en forêt, sur tous les déplacements qu'ils pouvaient faire constamment. Défaire les bagages, mettre ça sur les traîneaux, aller camper ailleurs. Constamment, c'était comme ça les dérangeait pas du tout. Ce dont vous témoignez, c'est une vie de travail, hein? Ça déboulonne un peu le mythe du nomade, le mythe romantique du nomadisme. Hein? C'est une vie de travail. Ces gens travaillent tout le temps. Là. Oui. Ouais. Même Hélène et William m'ont raconté plusieurs fois que leurs parents travaillaient plus fort qu'eux, étaient plus vaillants qu'eux. Pourtant, ils étaient pas mal vaillants eux-mêmes. Ouais. Parce qu'ils avaient moins d'outils, moins de facilités technologiques, peut-être. Oui, aussi parce qu'ils luttaient pour la survie. C'était toujours la survie. Alors, ils avaient pas de temps à perdre. Quand on se bat pour la survie, on se lève très tôt, puis on travaille pour On n'a survivre. pas le luxe de paresser, c'est ça? Non, pas du tout. Et puis c'est une vie de répétition aussi. Il y a une patience là-dedans. Hein. Ce dont témoigne votre livre aussi, c'est la patience de refaire les mêmes gestes. Une patience et une bonté. Où est-ce que vous la voyez, la bonté? Mais je la voyais dans tout ce qu'elle faisait. Je voyais la bonté dans le pain qu'elle préparait pour sa famille, pour la journée. Je la voyais dans tous les services qu'elle pouvait rendre à tout le monde, même si c'était des étrangers. Moi, j'ai voyagé avec eux. On est allé même jusqu'à Montréal. Puis, s'ils pouvaient rendre service à quelqu'un, ils étaient toujours prêts. Dans votre livre, donc il y a un texte par jour, parce que c'est votre journal de bord. Puis chaque fois, vous donnez la date, le lieu, et puis vous dites le temps qu'il fait. Oui. Alors, par exemple, c'est nuageux, mais il fait beau. Ou il fait beau, mais il vente très fort. Ou il fait beau, tout simplement. Puis à chaque fois, vous l'écrivez en inou aussi en dessous. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de rythmer les entrées de votre journal comme ça? Parce que c'est la première chose qu'on fait quand on se lève. Quand on est en forêt, le temps qu'il fait, ça change bien des choses. Ça peut changer complètement le programme de la journée. Et je mentionnais toujours, parce que je me disais, c'est en rapport, c'est en lien direct avec ce qu'on vit ou ce qu'on va vivre. Ça détermine les tâches qu'on va faire, les déplacements qu'on va pouvoir faire ou pas. Oui. Il y a des choses qu'on projetait de faire
finalement qu'on pouvait pas faire à cause du mauvais temps. Et c'est arrivé souvent. Alors, on n'avait jamais la certitude de pouvoir faire quelque chose qu'on projetait de faire demain ou après-demain. C'est pour ça que c'était si important, je pense, de le mentionner. Les 900 photos qu'on voit dans le livre, elles sont en noir et blanc. Elles ont été faites en 82, il y avait déjà amplement de la couleur à l'époque. Pourquoi est-ce que vous avez voulu du noir et blanc? Est-ce que les photos ont été prises d'abord en noir et blanc ou elles sont juste reproduites en noir et blanc? Non, toutes ces images ont été prises en argentique avec du film noir et blanc. Quand j'ai réalisé ce projet, j'avais 2 boîtiers, 2 appareils, un avec du film Tri-X, du film noir et blanc, l'autre pour faire de la couleur. Je travaillais avec de la diapositive Kodachrome, 64 ISO. Tandis que le noir et blanc, je travaillais avec du Tri-X 400 ISO. Mais avec du 64 ISO, on peut pas travailler dans n'importe quelle condition. Ça nous prend des conditions idéales. Il faut beaucoup de lumière. Avec le 400, j'étais capable de photographier à l'intérieur des maisons. J'étais capable de photographier à l'intérieur de la tente, même s'il faisait sombre. Même si on était éclairé uniquement avec la lumière du fanal, je pouvais arriver à travailler. Alors, c'est la raison pour laquelle je me suis rendu compte rapidement que il fallait absolument prioriser le noir et blanc. La famille marque en acceptant que vous viviez avec elle pendant 1 an, puis que vous notiez tout ce qui se passait, puis que vous photographiez tout ce qui se passait. Est-ce que c'était parce que c'était votre projet, puis qu'ils vous considèrent comme un des leurs, et pour vous faire plaisir? Ou est-ce que, de leur part aussi, il y avait une volonté de laisser une trace de leur mode de vie? Ça, c'était primordial pour eux, je pense. Ils voulaient laisser une trace de leur mode de vie. Les parents ont informé leurs enfants avant que j'arrive pour ce projet. Et ils leur ont dit, « Serge, il fait partie de la famille. Alors, on veut que vous le laissiez faire. Ne pas vous objecter à ce qu'il puisse nous photographier. On est là, on va être avec lui, il fait partie de notre famille, puis il peut faire toutes les photos qu'il veut. » Et vous faisiez confiance aussi. Oui, c'est énormément. Donc eux étaient conscients que leur mode de vie était en train de finir avec eux. William était particulièrement très, très conscient de tout ça. Et comment est-ce qu'il vivait ça? C'est sûr que s'il avait pu décider que on vit comme nos ancêtres, puis il y a rien qui change, c'est comme ça qu'il aurait préféré vivre. Mais il savait qu'il n'y avait pas le choix. C'est le poids de l'évolution. Et il était très conscient qu'il pouvait pas s'acharner à vivre comme autrefois. Donc il n'y avait pas de rêverie par rapport au progrès. C'était pas des parents qui disaient « Ah, nos enfants, ils apprennent le français, ils vont faire des études, ils vont vivre en ville, puis c'est formidable. » Eux auraient voulu que la tradition perdure. Oui, mais ils acceptaient que leurs enfants vivent dans la modernité. Et eux aussi, en quelque sorte, ils se sont, comme ils ont toujours fait, ils se sont toujours adaptés à la modernité. Quand William travaillait son canot, il faisait toutes ses pièces au couteau croche. Et puis un matin, il arrive avec une raboteuse électrique qu'il a achetée au magasin de l'abbé. En disant, ça suffit, ça va être plus rapide ou quoi? Alors je le vois travailler avec sa raboteuse électrique. Alors j'ai fait des photos avec la raboteuse électrique. Ouais. Quelques jours après, je suis invité chez le gérant de l'abbé, du magasin L'Abbé du Son. Et je m'en vais souper chez eux. Et leur fils me dit, « Mais t'aurais pas dû photographier ça? » J'ai dit, « Je peux pas. C'est comme ça qu'ils vivent. » Ah oui. Et c'est ça. Moi, je dois respecter ça. C'est pas moi qui ai dit à William d'aller s'acheter une raboteuse électrique. Et si William a décidé d'aller s'acheter une raboteuse électrique, je n'ai qu'à l'accepter. Si je documente sa vie, je dois absolument respecter ses désirs, ses volontés. Parce que votre livre Etnanipan, c'est pas un livre de folklore. Quand on voit les photos, elles sont en noir et blanc, alors on a l'impression qu'elles sont peut-être un peu plus anciennes qu'elles ne le sont. En fait, c'est 82, c'est pas si loin. Puis quand on les voit avec la manière dont ils sont habillés, les tâches qu'ils sont en train de faire, on se demande de quand ça date, mais c'est très récent. C'est 40 ans. C'est-à-dire que les 2 personnes se sont éteintes au début des années 2000. Oui. Leurs enfants sont encore en vie.
Oui. Vous les fréquentez, vous les connaissez. Mm-hmm. Est-ce que ça vous frappe, vous? C'est deux univers entre celui que vous photographiez puis qui est vrai, c'est la manière dont les gens vivaient. Ce que vous photographiez puis ce qu'on pouvait voir dans le sud du Québec, on va dire, à Québec ou à Montréal, c'est deux mondes Complètement différents. Complètement différents. Et ça fait pas longtemps que la dernière femme d'Unamen-Chippewa est décédée, la dernière femme qui portait le chapeau montagnais. Maintenant, il n'y a plus personne qui porte ce chapeau. Par contre, leur fille, Geneviève, elle s'est mariée il y a 2 ans, puis elle a décidé de porter les vêtements de sa mère pour son mariage. Alors, elle portait le bonnet, tout ça. C'est une façon de peut-être pas de perpétuer la tradition, mais de garder en mémoire cette époque où les femmes portaient le vêtement traditionnel. Préserver la filiation aussi, oui, avec leurs ancêtres. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les jeunes Inuits, quand ils voient vos photos, qui représentent leurs parents, encore une fois, c'est leurs parents, c'est pas leurs grands-parents. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Les plus beaux commentaires que j'ai obtenus en rapport avec ça, c'est les commentaires de Kessin. J'avais remarqué que quand je montrais mes photos à Kessin, elle était capable de me raconter des choses en rapport avec ces images, ce que ça lui inspirait. Et quand je me suis rendu compte de ça, j'ai passé une semaine avec elle, puis on a regardé les images. Puis là, parfois, telle image lui inspirait tel ou tel commentaire. Et c'est pour ça que j'ai introduit dans le livre aussi des commentaires de Kessin, qui nous racontent quelque chose de plus que ce que je peux montrer avec mes images. C'est un dialogue entre les images et les mots, entre votre journal de bord et vos photos, ce livre-là. Mais vous aviez aussi beaucoup d'enregistrements des membres de la famille, notamment des parents, en Innu. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces enregistrements-là? En fait, moi, je les ai utilisés pour le livre. À chaque mois, il y a une thématique qui est abordée soit par le père ou la mère. Et c'est eux qui parlent, qui racontent, disons, leur rapport avec les animaux, les rapports avec l'éducation, leur enfance, le moment où ils se sont connus, tout ça. Ils racontent ça à chaque début de mois. C'est un de ces récits qui est inséré dans le livre. Est-ce qu'on pourrait envisager de les entendre, par exemple lors d'une exposition? Il n'y aura aucun problème parce que j'ai les enregistrements. C'est un autre projet pour vous. Serge Jovin, vous fréquentez les Inuits depuis très très longtemps. Qu'est-ce que vous avez appris des Inuits? J'ai appris la bonté, le partage, l'humanité, la grande humanité des Inuits, la tolérance envers les autres. C'est d'ailleurs ce qui explique aussi le comportement de William, même s'il aurait voulu que leur vie soit différente. Il était très tolérant par rapport à l'avenir qui animait ses enfants. En tout cas, votre livre, c'est une formidable, c'est plus qu'une fenêtre, c'est une grande, grande porte sur un univers qui est très proche dans le temps et qui en même temps est très, très loin de nos réalités actuelles. C'est un document vraiment formidable, Etna Nipan. Heureusement qu'il est sorti avec 900 photos, 450 pages. Oui, moi j'y crois profondément parce que si j'y croyais pas, j'aurais jamais supporté le poids de ce travail qui m'a habité toutes ces années. J'aimerais peut-être vous raconter une histoire en rapport avec la dernière journée où j'étais avec eux. En 1983, je m'apprêtais à m'en retourner, disons, vers l'ouest. Et puis, j'étais assis dans la maison, j'étais assis par terre, contre le mur, à côté de William. Et il m'a demandé, quand est-ce que tu crois que le livre que tu veux publier, quand est-ce que tu crois qu'il va être réalisé? Bon, je lui ai répondu, ça peut prendre au moins 3 ou 4 ans, parce que c'est beaucoup de travail. Alors, c'est sûr que ça va prendre au moins 3 ou 4 ans.
Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Non. Tu peux t'attendre à ce que ça prenne beaucoup plus de temps que ça. Ah bon? Qu'est-ce qui lui faisait dire ça? Il faudrait lui demander. Parce que moi, c'est tout de suite ce que je me suis dit. Qu'est-ce qu'il connaît? De l'édition. De l'édition, du monde de l'édition, tout ça. Il avait raison. Ah, absolument, ouais. Quand on a fait le lancement de Etnanou en 93, on était au musée de la civilisation. Lui, il s'est adressé aux gens en Innu-Aimun, dans sa langue. Moi, je me suis adressé en français aux gens et j'ai relaté ça, puis lui aussi, dans sa langue, sans qu'on se consulte. Mais je me suis toujours posé la question de quel livre il faisait allusion. Est-ce qu'il parlait de Etnanou ou s'il parlait d'Etnanipan? Parce que c'est ça le livre que je devais faire. Oui, c'est celui-là que vous vouliez à la base. Oui. Ah, ouais. Merci Serge Jovin. Ça me fait plaisir. Au revoir. Merci à Serge Jovin de nous offrir avec Etnanipan, c'est ainsi que nous vivions, paru aux éditions du Septentrion en 2024, cette formidable incursion en photographie et en texte dans la vie traditionnelle Innu de la Côte-Nord. L'émission Confluent est portée par l'organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples Mission Chez Nous. Vous souhaitez en savoir plus? Visitez sans tarder notre site web www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et la Fondation Lucien Labelle.